Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici, avenue de Ségur, dans cet amphithéâtre Marsolon, au Haut-Commissariat pour la stratégie et la prospective. Stratégie et plan, ça commence bien. On a fusionné récemment, donc je mélange des appellations. Mais donc, je suis heureux de vous convier cet après-midi à cet événement sur les grands enjeux démocratiques dans le cadre notamment d'un exercice de prospective que nous avons lancé de manière plus générale hier au Conseil économique, social et environnemental qui s'appelle France 2035, France 2050 et qui va nous permettre de réfléchir sur des grandes tendances démographiques, démocratiques, climatiques, technologiques, des transformations du monde du travail ou du monde économique ou du modèle social à horizon de 10 ans et à horizon d'une génération. Le plan, à travers ses différentes appellations précisément, comme institution, depuis 1946, a toujours eu une dimension profondément démocratique, je vous rassure. Nous avons une dimension profondément démocratique par les fondations et les fondateurs de cette maison, puisque le plan a été fondé en 1946, au sortir de la guerre, au moment du rétablissement de la République, parmi d'autres grandes institutions de l'époque, dans un esprit de rassemblement, avec des courants de pensée différents, en rassemblant des partenaires sociaux, des forces politiques, et les origines même en attestent, puisque le fondateur, signataire du texte de décret qui a créé le plan, était le général de Gaulle. Ce fut son dernier acte de chef de gouvernement provisoire de la République. Et Jean Monnet fut le premier commissaire général du plan. Et comme on le sait, on le rappelle, de Gaulle et Monnet ne pensaient pas exactement la même chose sur l'ensemble des sujets. Démocratique par son principe même, puisque le plan, je le suggérais à l'instant, c'était une institution de reconstruction, de pilotage de la reconstruction industrielle, matérielle du pays à l'époque, mais aussi de reconstruction, de réarmement intellectuel, d'assistance à construction, si je puis le dire ainsi, du pacte et du modèle social, avec quelques semaines avant la création du plan, celle de la sécurité sociale, dont nous avons commémoré aussi les 80 ans il y a quelques jours. Et l'idée, c'était tout simplement de rassembler, littéralement, autour d'une même table, dans un même lieu, des forces syndicales et patronales, des forces politiques qui ne pensaient pas tout à fait la même chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Jean Monnet disait, ou aurait dit, plus exactement, donnez-moi une salle à manger, je ferai un plan. Ce n'était pas seulement par goût gastronomique affirmé, mais aussi par l'idée que les tables rondes, les lieux de discussion, les moments apaisés d'échange et de confrontation intellectuelle au sens démocratique du terme étaient nécessaires dans cette période, et je crois que cette hygiène démocratique s'applique encore aujourd'hui. Pierre Mendès France lui-même, on le cite souvent, il a aussi réfléchi et contribué à la planification à la française, parlait d'une planification démocratique. Mais cette institution démocratique, par ses principes, par son fonctionnement, par ses fondations ou ses fondateurs, n'avait jamais jusqu'à présent consacré un de ces grands exercices de réflexion, ouvert sur l'extérieur, prospectif, à la question démocratique en elle-même, ce qui peut paraître paradoxal. Peut-être parce que la question démocratique était, à travers ces 2 républiques et 54 gouvernements auxquels le plan a survécu, une évidence ou une banalité. Or, aujourd'hui, nous le savons et nous le voyons, la question de la démocratie est une vraie question, non pas au sens rhétorique du terme. Elle n'est plus une évidence, elle n'est plus totalement un commun, elle est questionnée, bousculée, attaquée. Et j'en prendrai simplement 2 chiffres. Les tables rondes illustreront sans doute cette tendance plus en détail. Dans le baromètre de confiance politique du Cevipof, nous mesurons que seulement 28% des Français estiment que la démocratie fonctionne bien dans notre pays. C'est 37% en Italie, 51% en Allemagne quand on répond à la même question. Et puis hier, nous avons justement comme coup d'envoi de cet exercice prospectif France 2035, France 2050, dévoilé avec Harris un sondage qui montre que lorsqu'on interroge les Français sur un certain nombre de questions, dont le fonctionnement de la démocratie, 56% d'entre eux indiquent que la France, pensent que la France sera moins démocratique en 2035 qu'elle l'est aujourd'hui. Alors pour se rassurer quand même, dans ce même sondage, quand on demande ce qui va être bousculé et parfois abîmé, voire détruit entre maintenant et 2050, les Français sont beaucoup plus inquiets sur la survie du modèle social que sur la survie du modèle politique. Et une majorité pense que nous resterons, heureusement, mais c'est quand même une question qui s'est posée dans un cadre démocratique et européen d'ailleurs, d'ici une génération, d'ici 2050. Nous avons donc tous les ingrédients montrant que nous devons, sans panique, mais avec lucidité,
avec engagement, nous devons poser cette question de la démocratie. Démocratie attaquée ou questionnée de l'intérieur, attaquée et plus que questionnée de l'extérieur. Les ingérences, menaces extérieures se voient à différents titres. Je ne listerai pas l'ensemble d'entre elles. Des menaces réelles, guerrières au sens le plus traditionnel du terme. Nous aurons dans quelques instants une vidéo de l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Dmytro Kuleba, qui nous fait l'amitié d'adresser un message un peu choc sur la question démocratique à l'heure de la guerre. Il la connaît de près. Mais ces ingérences, ces attaques, on le sait, peuvent prendre différentes formes, insidieuses, hybrides, des menaces cyber, relayées à travers les réseaux sociaux, instrumentalisées à cet effet. On en connaît toutes les dérives ou l'opacité, des fausses nouvelles, des inquiétudes, des angoisses, voire s'ingérer, s'immiscer dans des campagnes démocratiques, électorales, comme nous l'avons vu en Europe, dans l'Union européenne, dans le cas, par exemple, des élections roumaines il y a peu de temps, aboutissant même à l'élection d'une élection présidentielle dans un pays de l'Union européenne. On le voit aussi un peu plus loin de nous, dans un pays candidat à l'Union européenne, la Géorgie, où le mélange des ingérences russes, de la pression ou l'utilisation des réseaux sociaux, d'un régime autoritaire qui utilise les canaux ou les outils démocratiques traditionnels, impose une forme de verticalité, de brutalité, de répression chaque jour. Nous le voyons aussi dans des débats qui, à l'intérieur de nos sociétés, se font jour. Nombreuses sont les enquêtes, certains y reviendront plus ou mieux que moi, qui montrent une tentation qui n'est pas nouvelle, mais qui prend de l'ampleur, verticale ou autoritaire, dans nos pays, en France y compris. Et nous voyons de grandes démocraties qui, outre-Atlantique par exemple, en quelques semaines ou en quelques mois, dans un pays où nous nous vantait les États-Unis, les checks and balances, les contre-pouvoirs, les équilibres, eh bien, une administration, comme on dit, qui impose des mesures extrêmement brutales, parfois contre le système judiciaire ou avec des cordes de rappel limitées, qui attaquent le pluralisme politique, le fonctionnement d'une science ouverte, le monde académique et universitaire, des faits qui sont transformés en contre-vérité dans le discours officiel, comme le changement climatique ou le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi des débats plus profonds qui apparaissent techniques, mais sur lesquels je pense qu'il est important de s'attarder un instant. La question de l'état de droit en particulier. Elle me tient beaucoup à cœur, parce qu'il y a plusieurs enseignants, chercheurs dans cette salle. Quand j'étais un jeune étudiant, il y a plus de 20 ans, à Sciences Po, et que j'ai entendu pour la première fois cette notion, comme beaucoup qui l'entendent peut-être, je n'y ai pas fait beaucoup attention, et puis je l'ai d'abord trouvé compliqué. Et puis j'avais un brillant professeur extrêmement pédagogue qui nous expliquait les deux conceptions de l'état de droit. Je ne vais pas me lancer là-dedans, ce serait trop risqué cet après-midi et sans doute trop long ou trop confus. Mais j'étais très convaincu par cette idée que c'était imposé, et ça n'était pas notre modèle initial, après la Deuxième Guerre mondiale, face au recul brutal que nous avions vécu sur notre continent et dans notre pays des libertés individuelles, un certain nombre de mécanismes de garantie, la hiérarchie des normes, l'indépendance de la justice, le fait que nous soyons comme citoyens, de par notre Constitution, que nous avons choisi, que nous avons voté, directement ou indirectement, protégés parfois de nos législateurs eux-mêmes. Ça n'est pas une atteinte à la démocratie, c'est une protection des libertés individuelles. Ces éléments essentiels, centraux de l'état de droit, qui n'étaient pas vraiment discutés, qui étaient complexes ou banals, sont aujourd'hui attaqués dans le discours politique et pas seulement par les partis dits les plus extrémistes. Et le jour même, dans quelques heures, où la République rendra hommage à Robert Badinter, connu bien sûr pour son combat essentiel contre la peine de mort et pour son abolition, connu pour son combat pour la dépénalisation de l'homosexualité, connu peut-être un peu moins, ou célébré peut-être un peu moins, mais c'est important aussi pour avoir fait avancer la construction juridique européenne, pour avoir fait avancer la justice pénale internationale. On lui doit beaucoup à cet égard, de la Yougoslavie au statut de Rome. Eh bien, je crois, sans abuser de la mémoire des grands anciens, que ce fut aussi un grand combattant de l'état de droit. Il y a consacré plusieurs textes essentiels, et c'est un héritage qu'il faut aussi célébrer et qui non seulement doit être honoré, mais je crois s'impose à nous et nous engage un jour comme aujourd'hui, peut-être encore plus qu'ailleurs. C'est dans ce contexte multiple que nous avons décidé deux choses, si je puis le dire ainsi. D'abord d'être optimistes, d'être engagés, non pas au sens étroit ou partisan du terme, mais de croire en la question démocratique comme interrogation,
comme sujet de réflexion à multiples facettes, avec de nombreux regards, et je remercie celles et ceux qui se sont engagés dans ce projet, qu'on appelle parfois entre nous, pardon pour ce mauvais anglicisme, démocratime. Alors, ce n'est pas simplement pour une petite blague ou un jeu de mots, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travaux au ministère de la Défense, au ministère de l'Écologie, qui ont créé des équipes de réflexion qui s'appellent Red Team à la Défense, qui s'appellent Green Team à l'écologie. Nous sommes un peu imprégnés d'anglicisme. Et on s'est dit que c'était un peu le même principe de croiser des regards et des participants pour pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sous le pilotage de Johanna Barras en particulier, qui s'exprimera sur la deuxième table ronde. Et je veux saluer toutes les équipes du Haut Commissariat qui sont engagées dans ce projet, d'avoir justement cet éclairage multiple et cette réflexion. Avec engagement, je le disais, avec optimisme. Nous sommes d'incorrigibles optimistes depuis 1946, parce que réfléchir sur l'avenir, c'est croire qu'on peut l'infléchir et l'améliorer. Avec là aussi une dose d'optimisme qui ne confine pas, je vous rassure, ni à la naïveté, ni aux illusions. Nous voyons bien les dangers, les menaces et les attaques que j'indiquais. Et puis, nous avons décidé aussi de faire de ce projet un vrai projet de recherche, au long cours, en prenant le temps, en construisant un séminaire qui, pendant plusieurs semaines et plusieurs séances, va justement questionner par petits morceaux, par ses multiples facettes, cet enjeu démocratique, en s'intéressant à la question des réseaux sociaux, à la question de la démocratie sociale, à la question des campagnes électorales, à toutes ces questions qui, en France comme en Europe, se posent à nous ou s'imposent à nous. Je crois profondément que nous sommes dans notre rôle, on nous attend peut-être davantage parfois sur les questions économiques ou sociales, en interrogeant cette question démocratique fondamentale. Une chose me tient particulièrement à cœur, je l'évoquais implicitement, et je remercie toutes celles et ceux qui se sont déjà engagés en ce sens, c'est que nous ferons dialoguer des experts académiques, des praticiens de la chose publique ou démocratique, des fondations, des think tanks, des intellectuels, et nous mêlerons à ce regard experts, techniques, légitimes, des artistes, des auteurs, des créateurs, qui doivent aussi nous éclairer, parce que parfois le vraisemblable l'emporte sur le vrai, ou le vrai doit être regardé à l'aune du vraisemblable, et avec ce regard de la fiction, d'auteurs qui sont pour certains ici dans cette salle et que je veux remercier, nous faisons le pari, parce que je ne vous rassure pas en disant ça, c'est un pari, nous ne l'avons pas encore fait, jamais fait, mais sur cette question démocratique, nous avons décidé de mêler la recherche, au sens le plus profond du terme, et la création et la fiction. Et je remercie plusieurs d'entre vous, Laurent Godet, Noé Debré, Jean-Baptiste Delafont, David Elkaïm, qui sont là, qui s'exprimeront pour certains dans la deuxième table ronde. Nous avons pensé que votre regard était non seulement utile, mais essentiel pour appréhender cette question démocratique collective. Je ne serai pas plus long, parce que le but est de confronter les regards et les discussions, mais je souhaite que ce projet soit vraiment un des axes essentiels de notre travail pour les mois qui viennent. Je suis très heureux que beaucoup d'entre vous aient accepté de venir déjà pour ces deux tables rondes. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que nous vous solliciterons encore pour les semaines et les mois qui viennent pour plusieurs d'entre vous. Et je vois comme un clin d'œil, je le disais, que nous commencions, non pas complètement pour plomber l'ambiance, mais pour nous rappeler peut-être à la réalité, à l'importance et à la beauté aussi de vivre en démocratie, un homme qui mène un combat en Ukraine, qui a été ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2024, Dmytro Kuleba, qui ne peut pas aujourd'hui, alors c'est ça aussi la guerre et la situation qu'on vit à 1500 km de là, quitter son pays pour des raisons de sécurité évidentes, mais qui a souhaité quand même pouvoir contribuer par ce petit message de quelques minutes que nous allons découvrir ensemble avant de passer aux travaux des tables rondes. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont déjà beaucoup travaillé sur ce projet, qui acceptent de s'y impliquer, de s'y mouiller, si je peux dire, et de faire ce pari avec nous. Je crois que nous avons besoin de cette question démocratique à traiter, à décrypter, à décortiquer ensemble. Et je vais laisser la vidéo de Dmytro Kuleba se lancer maintenant avant notre première table ronde. Merci beaucoup.